Au sommaire de cette édition, en Tunisie, les dossiers d'anciens ministres de Ben Ali accusés de torture sont transmis à la justice selon l'instance chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme. Au Bénin, dans le but de proposer à la nation une alternative crédible, capable d'enrayer la gouvernance malsaine de la rupture, le camp divisé des opposants se resserre. Enfin, quelques 1500 militaires africains, américains et européens entament des manœuvres dans l'ouest et le nord du Niger pour s'exercer face aux menaces terroristes qui planent sur ces régions. L'instance chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme en Tunisie ces dernières décennies a annoncé ce vendredi avoir transmis à la justice ces deux premiers dossiers. Le cas transféré ce vendredi au tribunal spécialisé de Nabeul concerne Rachid Chamaki, un prisonnier islamiste torturé à mort le 17 octobre 1991 sous le régime de Ben Ali, le président destitué par la rue en 2011. Nous avons transféré aux chambres spécialisées un dossier où 33 auteurs de violations sont inculpés pour crimes contre l'humanité. Les preuves qui ont été transférées à la justice spécialisée relèvent de documents soit manuscrits, soit signés de la main des plus hauts responsables de l'État, où non seulement ils sont informés de ces crimes, mais ils y participaient en tant que co-auteurs par les propositions et les options de maquillage de ces crimes. Le rythme de renvoi devant les cours va s'accélérer parce que ces dossiers sont traités depuis des années. Nous étions en train d'accumuler les preuves parce que vous savez, la loi elle est très claire. Nous ne transférons que les cas où des preuves tangibles sont établies pour établir un crime contre l'humanité. Ce sont les cas que nous transférons et pas tous les cas. Le procès doit s'ouvrir le 29 mai au tribunal de première instance de la ville. 14 personnes, d'anciens hauts responsables de l'État et d'anciens ministres de Ben Ali, sont poursuivis dans cette affaire. L'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections, ATID, a estimé jeudi que ce code devait impérativement être adopté avant la tenue des élections municipales, soulignant que ce projet de loi est un pilier fondamental pour les élections locales. Ce retard est volontaire car des blocs au sein du Parlement ne veulent pas céder de pouvoir aux municipalités et d'autres veulent attendre le résultat des élections avant de décider à quel point ils décentralisent, a déploré Leïla Shraibi, présidente de l'ATID. Le président du Parlement, Mohamed Ennasser, a souligné dans un communiqué cette semaine qu'il y avait un accord entre les blocs parlementaires pour compléter l'approbation de ce code avant les élections municipales. Le Parlement a commencé à examiner fin mars les 392 articles du Code des collectivités locales. Mais depuis, seul un quart du code a été adopté alors que la campagne électorale démarre samedi. Au rythme actuel des travaux, le code ne sera pas complètement adopté d'ici les élections, a averti l'association Al-Baswala qui observe les travaux parlementaires, pointant du doigt l'absentéisme des députés. Pour l'association, en l'absence de tests clairs, il est très difficile de vulgariser les enjeux de ces élections et rendre tangible la décentralisation qu'elles sont censées inaugurer. Les candidats ne savent pas quelles seront leurs prérogatives ni leur budget et on risque d'aboutir à une surenchère de promesses vides, craint un politologue. Les municipales, attendues de longue date et plusieurs fois repoussées, sont les premières depuis la chute du régime Ben Ali en 2011. Les quelques 5,3 millions d'électeurs tunisiens seront appelés à départager 2074 listes validées dans 350 municipalités. Ce scrutin, qui verra les deux principaux partis de la coalition gouvernementale, Ennahda et Nida Tounes, redevenir des adversaires dans les urnes, doit être suivi en 2019 d'élections législatives et présidentielles. Des dizaines de milliers de personnes ont acclamé ce samedi la dépouille de Winnie Madikizela Mandela, égérie populaire mais controversée de la lutte contre l'apartheid, et ce, lors d'obsèques nationales organisées dans le township sud-africain de Soweto. Et c'est escorté par des motards que le cercueil de Mama Winnie, recouvert du drapeau sud-africain, est arrivé au stade d'Orlando.
Des personnalités comme Jesse Jackson, militant emblématique des droits civiques aux États-Unis, ont eux aussi assisté aux obsèques. Pendant 27 ans après le procès, personne n'a vu Nelson Mandela. Il n'y avait pas Internet, pas de téléphone portable, pas de Google, pas de Facebook. Et donc pendant 27 ans, nous savions que Nelson Mandela était en vie car son cœur battait toujours. C'était le cœur de Winnie. Pendant 27 ans, Mandela était dans le noir. Et c'était Winnie qui a gardé le nom de Mandela en vie. Avec sa force et son courage, elle a redéfini la lutte. Elle a rendu cette lutte mondiale, incarnant la joie de la libération. Cette cérémonie conclut 10 jours de deuil national décrété en souvenir de celle qu'on surnommait la mère de la nation, décédée le 2 avril à 81 ans des suites d'une longue maladie. Le Comité pour la protection des journalistes CPJ, une ONG basée à New York, a exprimé son inquiétude à la suite de poursuites en diffamation d'1,8 million de dollars américains contre Front Page Africa, un journal libérien visé de longue date par des plaintes et harcèlements pour sa couverture critique des gouvernements successifs. Le ministère de l'Information a démenti toute implication du gouvernement ou du président George Oppong Maneweya dans ces poursuites qui portent sur un litige privé à la suite de la parution d'une annonce publicitaire. Mais la direction de Front Page Africa et le CPJ attribuent ces tracasseries à des proches du pouvoir. Il souligne notamment la présence parmi les plaignants de membres jusqu'à une date récente du parti de Weah et l'absence de poursuites contre d'autres médias moins critiques ayant publié la même annonce. Le Libéria a une regrettable tradition de poursuites en diffamation exorbitante destinée uniquement à harceler et intimider les journalistes qui se soldent par leur emprisonnement et la fermeture de nouveaux médias, a souligné le CPJ dans un communiqué. Lors d'une visite à Monrovia en mars, le rapporteur de l'ONU sur la liberté d'expression avait appelé l'administration Weah à développer les acquis du Libéria dans ce domaine, insistant sur la décriminalisation de la diffamation et la transformation du service de radio-télévision. Parallèlement à la plainte contre Front Page Africa, une passe d'armes a opposé George Weah au correspondant de la BBC qui a depuis quitté provisoirement le pays pour les États-Unis, disant craindre des représailles de la part des partisans du populaire président libérien. George Weah a tenté une nouvelle fois d'apaiser les craintes de la profession en recevant dans son bureau, en milieu de semaine, les responsables de tous les médias du pays. Jamais je n'utiliserai ma position pour persécuter ceux qui me critiquent, a-t-il assuré, se présentant comme un homme au cœur tendre, d'origine modeste, avec des amis dans tout le pays. Nous sommes ici pour montrer au gouvernement que nos sœurs nous manquent. Tout le Nigeria doit se rassembler pour supplier le gouvernement de nous aider, pour nous soutenir et trouver un moyen de récupérer nos sœurs. Il est possible que les filles restantes soient ramenées d'où elles ont été séparées pour servir d'outils de négociation. Nous allons prier pour que ça arrive. Le gouvernement a dit qu'il était prêt à négocier, qu'il voulait mettre un terme à ce cauchemar. Et il veut faire tout ce qu'il peut pour s'assurer qu'aucun autre enfant ne soit kidnappé dans son école. Nous demandons au président de la République de prendre la mesure de ces choses et de faire installer sans délai le COS-LEPI conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle, de faire procéder à un audit préalable de cette LEPI en vue des élections législatives et présidentielles constitutionnelles qui sont insusceptibles de report, de redonner la parole au peuple en convoquant d'urgence une assise nationale des forces vives en vue de redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance du Bénin. En cas de non-satisfaction des exigences, le peuple béninois, maître unique de sa souveraineté, sera invité à prendre ses responsabilités conformément à la Constitution. Oui, c'est en respect de l'article 66 de cette Constitution qui stipule, citation, « En cas de coup de force quelconque, pour tout Béninois,
désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Dans l'unité, chaque jour à la tâche, pour la prospérité construite sans relâche. La République démocratique du Congo expérimente l'une des plus graves crises humanitaires au monde. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies dans un message vidéo à la conférence co-organisée avec l'Union européenne, boycottée par Kinshasa. Selon Antonio Guterres, qui pourrait se rendre dans les prochains mois en République démocratique du Congo, des millions de gens souffrent et le manque de financement est le seul obstacle majeur. La République démocratique du Congo connaît l'une des plus grandes crises humanitaires au monde. Des millions de personnes souffrent. Plus de 750 000 Congolais doivent chercher refuge dans la région, dont 60 000 sont arrivés cette année. Les communautés humanitaires se sont considérablement développées et les Nations Unies et le gouvernement continueront de travailler ensemble pour aider efficacement ceux qui en ont le plus besoin. Pourtant, le plus grand obstacle est le manque de financement. Je vous exhorte tous aujourd'hui à faire preuve de solidarité avec le peuple de la République démocratique du Congo. Some 7.7 million people are food insecure. Quelques 7,7 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Plus de 4,6 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont 2,2 millions souffrent de malnutrition aiguë sévère. Le pays est également confronté à des épidémies, dont la pire épidémie de choléra depuis 15 ans. Malheureusement, il y a aussi une épidémie de violence sexuelle, dont la plupart n'ont pas été signalées et n'ont pas été traités, et dont une grande partie est dirigée contre les enfants. Lors de la conférence de Genève, les organisateurs espéraient 1,7 milliard pour assister, 13 millions de Congolais, dont 7,7 pour manger. Selon l'ONU, le pays compte 4,5 millions de déplacés internes, mais seulement 230 000 selon Kinshasa, qui accuse la communauté internationale d'exagérer la crise humanitaire et de faire fuir les investisseurs. En République démocratique du Congo, le boycott du gouvernement congolais qui entend aussi refuser toute aide extérieure pour financer le processus électoral aiguise les tensions. Il était important de noter que cette situation n'est plus acceptable. Donc les forces de paix des Nations Unies ont eu à intervenir. Malheureusement, on a des pertes en vie humaine que nous déplorons. C'est vrai, nous vivons une situation difficile en ce moment en République centrafricaine. Il y a eu des morts. Il y a eu d'abord des morts parmi nos casques bleus et puis beaucoup de blessés. Mais il y a eu aussi des morts centrafricains. Il y a malheureusement en République centrafricaine beaucoup de civils avec des armes et beaucoup de jeunes notamment qui sont armés et qui sont armés par ces chefs de bande criminels. Et encore une fois, ces morts de centrafricains, nous les déplorons. Donc nous allons travailler dans les prochains jours et nous avons déjà rencontré les autorités centrafricaines hier. Ismaël et moi, aujourd'hui, nous avons rencontré les communautés du PK5, les associations de femmes, les leaders religieux. Et nous sommes convenus avec la MINUSCA, avec les représentants de l'Union africaine, de travailler pendant les prochains jours de manière très très déterminée à rétablir le dialogue et la confiance et à faire en sorte qu'il y ait une plateforme commune de tous ceux qui veulent la paix. Ils sont très nombreux en République centrafricaine.